Bonjour à tous, donc je suis Dany Khalil, je travaille chez Oracle en tant qu'architecte avant-vente sur le cloud Oracle, donc dédié à Oracle Cloud Infrastructure. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Autonomous Database, mais également les développements qui sont possibles autour de l'intelligence artificielle et du machine learning sur Autonomous Database. Alors juste avant, j'aimerais quand même me présenter et vous dire ce que je fais quotidiennement auprès de nos clients. Donc, je travaille sur un territoire donc, qui est le transport et la logistique. Et donc, j'accompagne nos clients depuis la phase d'avant-vente, donc dès les premières discussions, pour comprendre l'infrastructure, les composantes du SI des clients, et derrière, travailler sur potentiellement les problématiques qu'ils rencontrent, et derrière, proposer des solutions d'architecture qui pourrait répondre à ces problématiques, donc au travers de notre solution Oracle Cloud Infrastructure. Et on accompagne, bien sûr, même après le delivery, donc en phase d'après-vente. Et ça, c'est important, parce qu'on a tendance parfois à l'oublier. On accompagne nos clients sur la suite des déploiements, donc tout au long de sa journée au sein d'Oracle Cloud Infrastructure. Alors aujourd'hui, on va parler donc d'Autonomous Database et des développements applicatifs autour de cette base. Je vais d'abord commencer par vous montrer une petite vidéo qui va contextualiser rapidement ce que je vais vous présenter derrière et qui va donner une idée concrète de ce que je souhaite vous présenter par la suite. Alors, il faut juste que... Voilà, donc en fait, le contexte. Donc Oracle a développé pour des universités aux États-Unis une application qui va permettre en fait aux élèves de rapidement, au travers de cette application, repérer les écoles qui sont présentes dans leur région. Et une fois que c'est fait, donc là on le voit sur l'écran, on donne la possibilité aux élèves d'interroger l'application et de poser ces questions, par exemple sur les cursus qui sont possibles au travers de cette école, les langues qui sont enseignées dans cette école, etc. Donc on le voit ici. On pose des questions, donc les étudiants posent des questions, échangent directement avec l'application sur une école spécifique. Donc, il pose ces questions et ça lui permet d'avoir assez rapidement une idée de ce qu'il pourrait retrouver au sein de cette institution. Et une fois que c'est fait, une fois qu'il a ses idées, on lui propose de postuler à cette école et de générer une lettre de motivation pour cette école. Donc voilà, ça c'est un cas d'usage concret. Et pourquoi je vous montre ce cas-là? Parce qu'il est basé sur 3 composantes qui composent aujourd'hui et que je vais vous présenter ce jour, qui composent notre cloud. À savoir d'abord les données qui se trouvent dans une base de données qu'on appelle Autonomous Database. Alors ça commence à faire un petit moment qu'elle est disponible. Je vais quand même prendre le temps de revenir là-dessus. Donc une base de données Autonomous. L'application que vous avez vue, c'est une application Apex. Donc on en a parlé en introduction au départ. Donc elle a été développée au travers d'Apex. Donc on va voir de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'Apex. Et puis derrière, de toute façon, cet après-midi, vous allez avoir une belle démonstration à ce sujet. Et puis les échanges avec la base ont été faits au travers donc des nouvelles technologies du moment, de la Generative AI, et plus précisément d'une composante qu'on appelle Select AI, qui est une fonctionnalité qui est nouvellement disponible sur notre base de données Autonomous et qui permet en fait d'échanger de manière avec du langage naturel avec les données de la base. Et donc c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, avant de démarrer, donc je voulais revenir d'abord sur le cloud Oracle et l'entièreté de la data platform chez Oracle. Alors on a cette chance, nous, sur notre cloud, d'avoir l'ensemble des composantes de la chaîne d'intégration jusqu'à l'analyse de la donnée. Donc en fait, on retrouve des outils que vous connaissez sans doute, qui nous servent en guise d'intégration. Donc Oracle Golden Gate, Oracle Data Integrator, qui vont permettre d'intégrer les données depuis différentes sources. On a sur notre plateforme des composantes qui vont permettre d'héberger ces données-là, au travers notamment, et on va faire une précision là-dessus, d'Autonomous Database, qui est un produit et un service qu'on va venir préconiser pour nos clients qui souhaitent moderniser leur data platform. Et à partir du moment où les données sont
disponibles et hébergés sur une de nos instances Oracle au sein de notre cloud. On a pas mal de services, notamment autour de l'intelligence artificielle. Donc on a des services qui sont prêts à être utilisés, donc qui sont les services Duo, qui vont permettre soit de faire de la reconnaissance d'images, soit de faire de la traduction, soit du document understanding, donc de l'exploitation des documents au sein de la base. Donc c'est des services qui sont à disposition, prêts à être utilisés, pré-entraînés. Donc c'est assez simple, c'est vraiment des services PaaS qui sont rapidement, sur lesquels on peut rapidement faire une mise en œuvre. Et ce qui est intéressant de voir du côté d'Oracle, c'est qu'on est présent en termes d'intelligence artificielle et de machine learning sur toutes les couches de la stack. On a, vous savez, des solutions en mode SaaS chez Oracle. On apporte déjà des solutions de Generative AI au sein de ces solutions-là. On a, ce que je vous disais, des solutions de machine learning au niveau de nos services qui sont prêts à être utilisés. Et on a aussi au niveau de l'infrastructure, notamment grâce à notre partenariat avec NVIDIA, on a à disposition beaucoup d'infrastructures de type GPU qui vont permettre à nos clients d'entraîner des modèles de manière assez optimisée et de potentiellement réduire et de maximiser l'optimisation des coûts. Donc voilà, ça c'est notre data platform complète, donc de l'intégration jusqu'à l'exploitation de la donnée. Et aujourd'hui, on va faire un focus d'abord sur la partie Oracle Autonomous. On va rappeler ce que c'est et les avantages de cette base. Et puis derrière, on ira regarder ce qu'on peut faire avec du Select AI et de la Generative AI autour de cette base. Alors, rapidement, donc Oracle Autonomous, l'idée d'Oracle, lorsqu'on a proposé et présenté ce service-là, c'était de réduire les risques et les coûts et d'optimiser le temps de nos clients, le temps passé sur les bases de données. Et pour cela, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'apporter un maximum d'automatisation sur la base de données Oracle. Donc en fait, c'est assez simple. C'est une base de données qui est disponible sur notre cloud et sur laquelle on a apporté un maximum d'automatisation. C'est-à-dire que le provisioning, bien entendu, donc la création de la base est automatisée, c'est-à-dire qu'en quelques clics, vous allez avoir à disposition une base de données autonome. Toute la partie cycle de vie de la base de données, donc que ce soit le patching, l'upgrade, les backups, sont managés par Oracle. Donc pour les développeurs, ça peut être quelque chose d'hyper intéressant parce que généralement, on n'a besoin que d'une base de données pour venir stocker les données et les exploiter. Et on n'a pas envie de se prendre la tête avec la partie infrastructure et la partie management. Donc ça, c'est un point qui peut être hyper intéressant. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que la base Autonomous elle est déployée sur de l'Exadata. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'Exadata, c'est du hardware qui est développé par Oracle pour de la base de données Oracle. Donc c'est grandement optimisé. Et c'est sur ce type de plateforme qu'on a les meilleures performances. De par l'architecture de l'Exadata, hein. C'est une architecture qui est hautement disponible. On a au moins 2 nœuds, 2 database servers qui vont permettre d'absorber potentiellement un pic de charge ou un serveur qui peut être amené à tomber. Donc on a une haute disponibilité et une haute performance. Et on a bien sûr au niveau du stockage une redondance avec un nombre de 3 serveurs de stockage pour ce type d'architecture. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Autonomous, on a un maximum d'automatisation qui est apporté. Donc il n'y a pas grand-chose à faire de votre côté. Et on a de la meilleure performance qu'on peut avoir sur de la base de données Oracle, puisqu'on est sur une infrastructure qui est totalement optimisée. Une des nouveautés, et c'est ce qu'apprécient en général nos clients, c'est la partie auto-scaling. Donc en fait, c'est une fonctionnalité que vous pouvez activer ou non, hein, c'est vous qui décidez. C'est une fonctionnalité qui va vous permettre d'augmenter lors d'un pic de charge. Donc la base de données va automatiquement augmenter les ressources qui lui sont allouées, donc en termes de cœur, jusqu'à 3 fois ce qui a été provisionné au départ. Le temps d'absorber le pic de charge et ensuite redescendre une fois que ce pic de charge est passé. Donc ça vous permet d'optimiser les coûts, de ne pas faire un sizing au maximum pour qu'on puisse absorber l'ensemble des coûts, l'ensemble de l'activité. Et donc voilà, en fait, vous allez avoir une activité qui va suivre, donc des coûts qui vont suivre l'activité réelle de votre base. Et derrière, vous n'avez pas besoin de créer vos propres scripts
et d'anticiper potentiellement des pics d'activité que vous pourriez avoir. Donc voilà, Autonomous Database, c'est une base qui fait beaucoup de choses toute seule, qui est full managée par Oracle et qui vous laisse la possibilité d'avoir la main sur des tâches qui sont à plus forte valeur ajoutée. Donc l'exploitation de la donnée, le développement applicatif qu'on va voir après, ça vous laisse la place pour ce genre d'activité. Autonomous Database, donc ça s'appelle Database. Moi, j'ai plutôt tendance à l'appeler écosystème, parce que Autonomous Database ne vient pas tout seul, c'est vraiment un écosystème complet, et je vais vous le montrer juste après. Donc bien sûr, vous avez la base qui est provisionnée pour vous, mais vous avez aussi pas mal d'outils qui viennent packager dans le service. On les voit notés ici, hein. Des outils qui vont permettre de faire du machine learning au sein même de la base de données Oracle. Donc vous allez avoir à disposition, typiquement, je vais vous le montrer, un notebook qui va vous permettre de développer des modèles, donc de les entraîner et de les déployer derrière, basés sur vos données qui sont en base. Vous avez un Data Studio qui va vous permettre de manière assez simple de loader vos données, de faire de l'analyse de données, d'avoir des graphiques qui remontent basés sur les données qui sont dans la base, qui vont vous permettre de voir certaines tendances, donc assez rapidement, qui sont aussi très adaptées pour une utilisation qui est métier. On a aussi un ELT qui est attaché, qui est disponible aussi dans cet écosystème-là, qui va vous permettre de faire de l'intégration assez rapidement au niveau de cette base de données. C'est intéressant notamment si on souhaite l'utiliser en tant que data warehouse, l'Autonomous Database. Et bien sûr, vous le voyez, Apex, et on va en reparler juste après, Apex qui est disponible nativement sur Autonomous Database. Donc en un clic, vous avez une instance Apex qui est disponible devant vous et vous pouvez commencer assez rapidement à développer votre application basée sur vos données qui sont au sein de la base. Alors, donc une fois, donc là on a parlé de la data platform d'Oracle de manière générale. On a fait un petit deep dive sur la partie Oracle Autonomous. Maintenant, on va aller concrètement sur le sujet du jour, qui est le Select AI, donc que je vous ai montré lors de la vidéo. Alors, le Select AI, il est disponible. C'est une fonctionnalité qui est disponible depuis pas très longtemps, et en fait, qui va vous permettre de communiquer avec la base avec du langage naturel. Donc c'est clairement tirer profit des nouvelles technologies, de la Generative AI qui est maintenant disponible un peu partout. Et concrètement, on va voir après comment ça se passe, mais vous allez poser votre question à la base de données, et la base de données va faire le travail nécessaire pour récupérer la requête et vous donner le résultat que vous avez demandé au niveau du prompt lorsque vous avez posé votre question. Alors, on va voir comment ça marche. Alors, assez rapidement, donc, l'utilisateur, pour le Select AI, va poser sa question. Donc, avec l'objectif, c'est de la poser avec du langage naturel. La question, la demande va être envoyée par la base de données au niveau d'un LLM qui aura été choisi en amont. Donc, il n'y a pas d'LLM qui est imposé. Donc, ça peut être de l'OpenAI, ça peut être du Cohere, ça peut être du Llama. Donc là, le choix sera fait au moment de la configuration. Donc du côté du LLM, voilà, on va récupérer le prompt du client, on va essayer de générer le SQL, en fait la requête SQL, et qui correspond à cette demande-là, et puis la renvoyer au niveau de la base pour que la base puisse derrière l'exécuter. Donc voilà. Ce qui est intéressant dans cette fonctionnalité-là, c'est d'abord, d'un point de vue métier, voilà, ça peut être intéressant d'interroger la base assez rapidement avec un langage naturel et d'obtenir des informations qu'on aurait pris potentiellement plus de temps à obtenir si on n'avait pas cette fonctionnalité-là. Pour les développeurs, cette fonctionnalité est intéressante parce qu'elle peut faciliter, elle peut accélérer la productivité, notamment sur des requêtes qui peuvent être complexes. Donc voilà, poser la question de manière naturelle et récupérer une requête, potentiellement ça augmente la productivité. Et derrière, ça facilite l'intégration au niveau des applications, donc comme on l'a vu au niveau de l'application pour les écoles aux États-Unis. Voilà, c'est des fonctionnalités qui peuvent nouvelles qu'on peut mettre en place et à disposition des clients. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail, et puis après on ira faire un tour sur la configuration au niveau de la démo. Comment ça fonctionne en fait?
Au départ, on va mettre en place un profil au niveau de la base de données. Pourquoi c'est important? Parce que c'est au niveau du profil qu'on va définir d'abord quel LLM on souhaite utiliser pour notre exercice. Donc on verra dans l'exemple juste après, moi j'ai utilisé un LLM, le LLM pardon, de OpenAI. Et en fait, c'est au niveau du profil aussi qu'on va envoyer le contexte, qu'on va définir le contexte de la question. Typiquement, on va le voir dans notre exemple. Moi, j'ai une base de données là, avec des données qui concernent les films et les acteurs, avec un nombre de streaming par acteur, etc. Et donc là, ce qui est intéressant d'envoyer, et ce qui est important d'envoyer au LLM, c'est le contexte, c'est le nom des tables qu'on souhaite utiliser et le nom des schémas qu'on souhaite utiliser pour que le LLM puisse construire une requête SQL qui correspond parfaitement au contexte de la base de données. Donc une fois qu'on a défini ce profil-là, il faut faire le prompt. Donc le prompt est fait par l'utilisateur. Et là, la base de données va envoyer le profil et le prompt au LLM. Donc le LLM récupère ces éléments-là, fait son travail de générer la requête en fonction de ce qui lui a été fourni. Et puis derrière, donc tout ça se fait à travers des API REST. Et derrière, donc on le voit à la fin, une fois que la requête SQL est récupérée, on a la possibilité donc d'exécuter cette requête et donc de récupérer le résultat qui est attendu. Avant de passer à la démo, je voulais juste revenir alors rapidement sur la partie Apex parce que, comme on l'a dit, hein, il y aura une démo complète là-dessus cet après-midi. Alors Apex, c'est un outil donc, qui existe depuis très longtemps chez Oracle, qu'on utilise même nous beaucoup en interne, qui permet de développer assez rapidement en mode low-code, no-code, des applications donc basées sur les données présentes dans la base, donc de manière assez rapide, et ça augmente le fait que ce soit en low-code, no-code, permet une productivité qui est très importante et permet d'avoir un delivery qui soit hyper intéressant. Comme je vous le disais, nous, au sein d'Oracle, toutes nos applications internes, la majorité, utilisent de l'Apex. Et je vous confirme, ça marche très bien. Et donc, on a beaucoup de clients qui utilisent ce type d'application parce que c'est hyper simple à utiliser. Tout se fait en drag and drop, quasiment. Et en termes de productivité, on est sur quelque chose d'intéressant. L'avantage de l'avoir sur Autonomous Database, donc il n'y a rien à installer, comme je vous l'ai dit. C'est une instance qui est directement installée au moment du provisioning. Donc elle est mise à disposition directement une fois que votre base est provisionnée. Donc vous allez voir, je vais vous le montrer, c'est un lien qui sera disponible au niveau de l'instance sur lequel vous allez cliquer et vous allez avoir votre instance Apex qui sera mise à disposition. Comme je l'ai dit, tout se fait en drag and drop. Alors bien sûr, après, pour les spécifiques, il est possible de venir rentrer du code manuellement, faire du CSS, du HTML. Tout ça reste possible, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir vraiment un minimum de code à écrire. Et donc, tout se fait de manière au travers de l'interface utilisateur au niveau, donc en mode drag and drop. Et ce qui est intéressant ici, on a souvent ces problématiques avec nos clients de latence. La latence notamment entre l'applicatif, donc le serveur applicatif et les bases de données, donc sur lesquelles on essaie de trouver des solutions réseau. Là, on n'a pas ces problèmes-là puisque l'instance Apex est disponible au sein même de la base de données. Donc voilà, les requêtes se font assez rapidement et la latence est quasiment nulle. Donc voilà, en termes de performance, on est sur quelque chose d'assez optimisé. Et donc comme je vous le disais, donc ça on va le voir juste après ensemble, mais une fois que vous avez provisionné votre base de données Oracle, Autonomous, voilà ce que vous avez à disposition. Donc vous avez un écran avec l'ensemble des configurations que vous avez spécifiées pour votre base. Et en dessous, là juste ici, vous avez un lien, donc Apex, qui va vous permettre donc d'accéder à l'instance Apex et de commencer vos développements assez rapidement.
Donc voilà, je vous ai présenté donc SelectAI qui permettait, donc au niveau de l'application que je vous ai montré dans la vidéo, qui permet d'échanger avec la base de données, de manière avec un langage naturel. Apex qui a été utilisé pour développer l'application, donc de manière assez rapide. Il faut savoir que dans la vidéo, ce qui a été fait aussi, vous l'avez vu, c'est une lettre de motivation qui a été générée automatiquement pour l'étudiant. Et ça a été fait, en fait, avec un service qui s'appelle OCI Generative AI. Donc, je vous l'ai dit au départ, pour le SelectAI que j'avais mis en place, j'ai utilisé un LLM qui est celui d'OpenAI. Donc, c'est un LLM externe qui n'est pas Oracle. Donc, ça, c'était pour le premier exemple. J'aurais très bien pu utiliser le service natif Oracle, donc qui s'appelle OCI Generative AI. Donc, c'est un service qui permet de mettre à disposition, donc, au sein même de la base du cloud Oracle, de la Generative AI, donc typiquement un équivalent de ChatGPT, et qui va vous permettre bien sûr, qui est disponible aussi en mode API, qui va vous permettre de faire pareil, du SelectAI, mais pas que, faire de la génération de texte, etc. Donc c'est un LLM classique qui est disponible, qui est basé sur Cohere et Llama, donc vous avez le choix du modèle. Donc bien sûr, c'est des modèles qui sont, comme vous le savez, pré-entraînés, mais il est possible de tirer ce modèle-là et de le fine-tuner pour vos besoins avec vos données, donc au sein même de la plateforme OCI, sur des clusters GPU, NVIDIA dédiés. Donc voilà, c'est un LLM et je vais montrer un exemple là-dessus. Donc, premier exemple, utiliser le LLM d'OpenAI, et puis deuxième exemple, utiliser le LLM d'OCI Generative AI. Il y a quand même un avantage, c'est que bon, comme Autonomous est présent au sein d'Oracle Cloud Infrastructure, voilà, l'intégration avec les autres services, donc on a plus de 100 services, est quand même assez simple. Et donc typiquement, pour mettre en place l'interconnexion entre Autonomous Database et le service OCI Generative AI, c'est assez simple. Il n'y a je vous montrerai, il n'y a qu'une policy à mettre en place pour autoriser l'accès, et puis ensuite tout se fait naturellement. Alors, comment tout ça fonctionne? Alors, l'idée, c'est que je vous montre maintenant une petite démo de la plateforme. Alors, l'idée, ça va être... Alors, l'idée, ça va être que je vous montre d'abord la manière, avec quelle manière j'ai pu déployer mon instance Autonomous Database, d'accord? Donc, on verra que je l'ai fait au travers d'un outil qu'on appelle Resource Manager, donc que je vais vous montrer. Donc ça va être un premier point. Donc, je vais vous montrer comment je l'ai déployé, ce que j'obtiens, donc la base Autonomous, comment elle apparaît pour vous au sein même de la console. On va aller faire un petit tour sur les outils qui sont mis à disposition autour d'Autonomous, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis ensuite, on fera un exemple de SelectAI. Donc, j'ai défini un contexte, j'ai importé des données et j'ai pu échanger assez simplement avec la base. Alors, je vais d'abord... J'ai perdu le... Donc, je vais me connecter à ma console OCI, d'accord? Donc, c'est le cloud Oracle. Donc, chaque client a son propre environnement, bien entendu. Et donc, nous, on a un environnement en interne qui nous permet de faire des démonstrations. Tac, j'ai perdu la connexion, je me reconnecte. Voilà. Donc là, une fois que c'est connecté, donc c'est intéressant parce que c'était pas prévu, hein, je vous rassure, mais vous avez pu voir que on peut faire des intégrations, on peut faire de la fédération d'identité sur OCI. Alors, je ne sais pas si vous le saviez. Donc, typiquement, on utilise le SSO d'Oracle pour nous connecter à notre propre tenant. Donc, typiquement, vous, dans votre cas, si vous avez de l'OCI ou si vous comptez en avoir, pour des questions de sécurité, nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir une intégration au travers du SSO de votre entreprise et de faire de la fédération d'identité. Donc, c'est ce qu'on pousse et c'est ce que vous venez de voir ici. Donc, voilà. Donc, on arrive sur la console OCI. Donc là, on voit que je suis sur la région de Francfort. Sur OCI, voilà, c'est assez simple de changer de région. Donc là, on a les régions qui sont disponibles sur notre environnement. Il faut savoir que, juste un petit point sur les régions, tous les coûts
des services sont les mêmes quelle que soit la région. Donc ça, c'est intéressant. Donc peu importe la région de déploiement, le coût qui sera annoncé et qu'on travaille ensemble est le même. Alors, moi, ce que j'ai fait pour cette démo, c'est que j'ai récupéré, en fait, je vais vous dire, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai récupéré un code Terraform, parce que sur OCI, on peut travailler en mode infrastructure as code. Donc j'ai récupéré un code Terraform qui me déploie ma base de données Oracle avec les données en question, avec le user dont je vais avoir besoin en question, et avec l'application Apex qui est également installée. Donc c'est un package, c'est un fichier zip que je vais vous montrer, c'est un dossier zip, dans lequel j'ai pas mal des fichiers Terraform que je vais venir uploader sur ma plateforme et qui va en fait m'automatiser le déploiement de mes ressources. Et c'est assez simple à prendre en main. Donc là, je me rends dans Developer Services au niveau du Resource Manager. Donc ça, c'est l'outil qui va nous permettre de faire toutes ces opérations-là et qui va nous permettre de suivre le déploiement de ces éléments. Donc je me rends au sein du Resource Manager. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une stack. Donc en fait, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je crée une stack ici. Donc c'est hyper rapide et il faut savoir que le zip file, je l'ai récupéré donc, de GitHub. Donc il y a pas mal d'éléments qui sont disponibles. Voilà, donc zip file, je les récupère. Donc là, je vais le loader. Tac. Et là où on utilise beaucoup Resource Manager, nous, en interne, et avec nos clients, c'est sur le déploiement de la landing zone. Parce qu'on a un zip file, pareil, qui est exactement le même principe, qui permet, au travers d'une manière assez automatisée, comme vous le voyez ici, de déployer une landing zone complète, donc avec les policies, les groupes de users, l'infrastructure réseau. Donc tout ça, on peut l'automatiser, et généralement on l'automatise avec nos clients, pour d'abord permettre de faire assez rapidement, ça c'est un premier point, de suivre les préconisations et les recommandations d'Oracle à ce niveau-là, et derrière, de pouvoir, s'il le faut, exporter cette automatisation-là, ces scripts-là, sur d'autres régions. Donc ça permet d'avoir une souplesse assez forte, et beaucoup de clients le font maintenant. Donc c'est quelque chose qu'on recommande. Alors là, je prends juste le tag. Donc là, j'ai loadé mon zip file, donc, qui est en fait l'ensemble des scripts qui sont nécessaires pour la création de cette démo et de ces ressources. Et donc, là, ce qu'on voit, c'est que j'ai certains champs à remplir, typiquement le nom de la région, le nom de la base que je souhaite lui donner. J'ai également, on me demande le mot de passe, admin pour ma base de données. Donc voilà, c'est des éléments qu'on vient de me demander. Donc en fait, je les annote ici assez simplement. Et derrière, quand je vais faire Next après avec vous, on me demande également, bien sûr, les ressources que je souhaite allouer à cette base. Donc quand on parle de ressources sur Autonomous, il y a deux métriques. Hein. C'est le nombre de CPU. Donc le CPU, c'est la métrique qui nous permet d'évaluer les ressources qui vont être allouées à la base. Donc on était sur des OCPU. Alors pour les anciens sur OCI, on était sur des OCPU donc, qui représentaient un cœur physique. Aujourd'hui, on est sur une version un peu plus simple et souple avec des eCPU. Et l'équivalent qu'on donne, c'est un cœur physique vaut 4 CPU. Donc voilà, donc ça donne, ça permet une souplesse parce qu'on n'est pas obligé de démarrer à un OCPU, un cœur physique. Certains clients ont un besoin qui est moindre et donc ça permet de répondre à ce besoin-là. Donc une fois que j'ai rempli les éléments, je peux faire un next. Alors on me demande juste de choisir un compartiment. Tac. Donc une fois que je fais next, j'ai un récapitulatif, une review à faire des éléments que j'ai mentionnés, d'accord ? Et ensuite, je fais un run apply. Donc, run apply, ça veut dire que les changements que j'ai renseignés au niveau des champs vont être appliqués au niveau du script et je vais exécuter le script. Donc, c'est ce que j'ai fait au départ. Et une fois qu'on fait un run apply et qu'on clique sur create, on a le déploiement qui commence. Le déploiement donc, des ressources. Donc, typiquement, là, c'est, comme je vous l'ai dit, la base Autonomous avec les données, avec le user en question, avec l'application Apex. Donc, tout ça a été créé donc assez rapidement. Hein. Donc là, on voit le script a été exécuté en 10 minutes, donc on le voit ici. Donc assez rapidement, j'ai eu à disposition l'ensemble des ressources dont j'ai besoin pour faire cette petite démo.
Et c'est bien sûr, c'est un zip qui est un zip file qui est disponible et que vous pouvez utiliser vous si vous souhaitez demain faire une démonstration, enfin utiliser SelectAI dans ce cadre-là. Et là, vous le voyez, j'ai un job qui s'est exécuté. Donc j'ai un job qui est en mode succeeded et j'ai potentiellement la possibilité de suivre les logs au moment de l'exécution de ce script-là. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, donc une fois que c'est fait, je me rends au niveau de ma base de données Autonomous, d'abord pour voir si elle a été provisionnée, et puis ensuite pour commencer à travailler. Donc j'ouvre le burger menu, je vais sur Oracle Database, Autonomous Database. Donc vous le voyez, hein, il y a pas mal de services, alors je vais juste le remontrer, il y a pas mal de services de base de données Oracle sur OCI. Il n'y a pas que la base de données Autonomous, vous avez aussi la possibilité d'avoir une base de données standard, c'est-à-dire classique, la même que celle que vous utilisez on-prem, mais déployée sur du cloud, avec les mêmes droits d'accès. Voilà. Donc, Autonomous Database, on est là. Donc je vois que ma base, je l'ai appelée Movie Stream Workshop. Donc je vois qu'elle a bien été démarrée, qu'elle a bien été provisionnée et qu'elle est disponible avec 4 eCPU. Donc je clique dessus et voilà. Ici, je vois les éléments que j'ai renseignés qui réapparaissent. Donc pour l'instant, sur l'Autonomous Database, on est sur une version 19 qui apparaît là. J'ai un nombre de cœurs de 4 CPU, donc le nombre de cœurs que j'ai renseigné, un stockage de 1 Tera, etc. etc. Ce qui est intéressant, c'est cette option-là, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, pardon. Donc l'autoscaling qui est pour l'instant disable, mais je peux l'enabler si je souhaite que l'augmentation des ressources se fasse de manière totalement automatique. Donc, sans plus attendre, on va aller voir ce qu'on disait tout à l'heure, la partie, le côté écosystème de la base de données. Donc là, la base de données a été provisionnée assez rapidement, de manière automatisée. Et en fait, je dois me rendre dans les database actions pour voir l'ensemble des outils qui sont embarqués dans la base de données Autonomous. Donc, on retrouve ici les outils dont j'ai parlé au départ. Donc, on a un SQL, donc c'est un SQL développeur web. Donc, assez rapidement, voilà, moi, je déploie ma base et j'ai un SQL développeur qui est à disposition pour que je commence à travailler au niveau de la base. Les éléments intéressants aussi, c'est pour les développeurs, je dirais bien sûr, c'est la fonctionnalité REST. Donc, on peut développer au travers d'ORDS des API REST qui vont permettre d'échanger et d'échanger avec les données au travers d'API standards. Et donc, assez rapidement, mettre à disposition ces API pour venir récolter certaines données que l'on souhaite au niveau de la base. Oracle Machine Learning, donc ça c'est ce dont je vous parlais, c'est un module qui est hyper intéressant parce que d'abord il a la possibilité de déployer un notebook, donc de manière assez classique, vous pouvez venir déployer vos modèles ou développer vos modèles basés sur les données de votre base. Donc typiquement, c'est ce qu'on fait de manière naturelle sur un notebook Jupyter. Donc, on va importer nos librairies, on va entraîner notre modèle, et on va tester notre modèle et voir lequel est le plus pertinent. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites sur Oracle Machine Learning. Ça peut être fait en Python, ça peut être fait en R, ça peut être fait en SQL. Donc, on a vraiment les API nécessaires pour développer dans le langage que vous souhaitez. Donc, Oracle Machine Learning. Ça, c'est pas disponible uniquement sur Autonomous, ça, c'est sur les bases de données Oracle de manière générale. Et une des fonctionnalités qui est importante et très intéressante dans le cadre du développement, notamment de machine learning, c'est la fonctionnalité, je ne sais pas si vous la connaissez, d'AutoML. Donc c'est un outil, une fonctionnalité sur laquelle en fait vous allez juste mettre quelques inputs, c'est-à-dire quelle est la data source, sur quel dataset vous souhaitez travailler, quelle est la donnée que vous souhaitez prédire. Donc typiquement, je dis n'importe quoi sur un dataset d'immobilier, j'ai pas mal d'éléments qui vont venir décrire mes biens immobiliers et à la fin j'ai un coût qui s'affiche. Je veux venir prédire le coût estimé pour chaque bien immobilier. Et je mentionne si c'est une prédiction ou si c'est une classification. Une fois que j'ai dit ça, je lance la procédure et j'ai le modèle
enfin la fonctionnalité qui va me proposer, qui va tester en fait l'ensemble des modèles de machine learning pour venir me proposer le plus pertinent et le plus précis. Donc ça pareil, c'est quelque chose pour les, disons pour les personnes, les débutants qui se lancent dans le machine learning. C'est quelque chose qui peut être intéressant et qui peut augmenter la productivité. Et donc tout ça, vous le retrouvez au niveau d'Oracle Machine Learning. Apex, qu'on va venir regarder juste après. Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est présent nativement dans la base. Et voilà, en un clic, je vais avoir mon instance et un workspace sur lequel je vais pouvoir travailler. Donc nous, pour cette démo-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans le SQL Web. Alors, pourquoi dans le SQL Web? Parce que d'abord, c'était le plus simple pour moi pour venir définir mes éléments pardon, dans le cadre de cette démo. Et bien sûr, j'ai préparé quelques éléments pardon, pour la première démo qui est celle de Select AI. Donc en fait, là, ce que je vais vous montrer, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour commencer à travailler sur Select AI. Alors, en amont, bien sûr, tout dépend du LLM que vous souhaitez utiliser. Moi, ce que vous voyez ici, c'est que je souhaite travailler sur de l'OpenAI. Donc en amont, je me suis créé un compte sur OpenAI, donc ça a été assez simple. Hein. Je vous le montre, hein, il est ici. Je me suis créé un compte sur OpenAI et j'ai récupéré, donc à ce niveau-là, une clé, une API key qui me permet d'utiliser les services d'OpenAI au travers des API et au travers du coup du service Select AI. Donc une fois que vous avez fait ça, donc c'est assez rapide. Vous allez retourner ici et vous allez donc ce que je vous conseille de faire, c'est de récupérer votre API key et de la noter quelque part parce que vous avez le droit d'y accéder qu'une seule fois. Et donc il faut d'abord démarrer. Donc ce que vous voyez au départ sur Autonomous, c'est l'ouverture des flux réseau. Donc c'est ce que je fais ici. Hein. J'autorise la base de données à aller communiquer sur le port 443 pour venir échanger des éléments avec OpenAI. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur OCI, de manière générale, on est en mode Deny by Default. Donc rien n'est autorisé par défaut. Donc typiquement, si vous voulez faire ce genre d'appel depuis Autonomous, vous êtes dans l'obligation d'ouvrir les flux réseau. Et ce flux réseau-là est indispensable pour pouvoir travailler avec OpenAI. Alors, une fois qu'on a ouvert le flux, on va utiliser un package qui s'appelle DBMS Cloud AI, donc qui a été développé spécifiquement pour commencer à travailler en mode langage naturel sur de la générative AI, et donc pour utiliser typiquement le mode Select AI, la fonctionnalité Select AI. Et donc moi j'ai fait, comme je voulais utiliser un utilisateur spécifique, donc j'ai fait un grant de ce package, donc le droit d'exécution de ce package-là pour ce user spécifique. Par la suite, bien sûr, il faut créer les credentials pour pouvoir utiliser les services OpenAI. Alors je vous rassure, la clé qui est ici n'est pas ma clé, hein. J'ai fait des petites modifs, donc il ne faut pas s'amuser à aller récupérer mes éléments. Donc, il faut, quand on définit les clés, le username de l'OpenAI. Donc, moi, j'ai créé un compte OpenAI avec mon adresse mail professionnelle et j'ai récupéré l'API key donc que j'ai créé, que je vous ai montré juste avant, que j'ai créé assez rapidement sur OpenAI. Donc, je suis venu l'ajouter ici. Et une fois que ça s'est fait, alors je vais juste baisser ça peut-être pour vous montrer. Une fois que ça s'est fait, et c'est là où c'est le plus important, on va créer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le profil. Donc le profil, c'est ce qui va définir le comportement de notre package DBMS AI et qui va définir le comportement de notre fonctionnalité Select AI. Donc dans le profil, ce que vous voyez ici, donc d'abord je lui donne bien sûr un nom, je lui spécifie le provider du LLM. Donc là, c'est OpenAI, mais on a une liste qui est prévue et qui est disponible sur notre documentation. Donc vous avez la possibilité de travailler en provider sur Azure, sur OCI, sur du Cohere aussi.
Donc voilà, en termes de provider, c'est assez large. Et je lui renseigne bien sûr ensuite avec quel credentials je souhaite me connecter à ce provider-là. Donc là, je lui renseigne les credentials que j'ai créés juste en amont. Et là, et par la suite, et c'est là où c'est important, c'est sur quelles données je vais me baser pour générer ma requête. Et donc là, j'ai spécifié au niveau de l'object list les tables qui sont présentes au niveau de ma base que je souhaite utiliser pour construire ma requête SQL. Donc comme je vous l'ai dit, ça c'est important parce qu'au moment où on va envoyer la demande à OpenAI, on va d'abord envoyer le prompt du client et on va aussi envoyer le profil. Et dans le profil là, dans le profil, c'est là où on va récupérer l'ensemble des tables, du nom des tables pour que la requête puisse être construite et qu'elle puisse être fonctionnelle lorsqu'on va l'exécuter sur notre environnement. À savoir, j'y pense tout de suite, un point important, la facturation sur OpenAI. Donc, et de manière générale, quand on parle de Generative AI, c'est facturé au token. C'est-à-dire que quand on parle de token, généralement, ça correspond à peu près à un mot. Donc à un mot. Donc, lorsque vous allez envoyer un prompt à OpenAI et lorsque vous allez envoyer votre profil également, ces deux éléments-là vont rentrer en considération pour vous faire facturer. Bon, à voir que moi, sur l'exemple que j'ai fait, donc j'avais mis une quinzaine de dollars. J'ai fait pas mal de tests, je suis encore à 14 $. Donc après, je faisais pas des prompts très importants, mais voilà, c'est plutôt optimisé, mais il faut faire attention, notamment quand on va définir le profil. Si on a une table qui est hyper importante, une base de données pardon qui est très grande, typiquement je pense à la iBusiness Suite, on va pas s'amuser à mettre toutes les tables de la iBusiness Suite. Si on a des milliers de tables, ça peut être assez lourd et ça peut revenir assez cher. Donc il faut vraiment faire du spécifique suivant le cas d'usage qu'on souhaite développer. Donc une fois qu'on a défini tout ça, on peut commencer à travailler et on peut commencer à utiliser la fonctionnalité SelectAI. Alors ce qu'il faut savoir que pour l'instant, SelectAI est supporté sur SQL Developer Desktop, sur du SQL+, vous pouvez le faire, sur du SQL CL, vous pouvez le faire. Pour l'instant, sur le SQL Web, ce n'est pas disponible. Donc, ce qu'on a fait dans le cadre de cette démo, c'est que j'ai réalisé cette démo sur du SQL développeur classique, donc en mode client lourd. Et donc, pour vous donner du contexte, le dataset sur lequel je travaille, c'est comme je vous l'ai dit, c'est des données qui tournent autour des films, du streaming, des acteurs, etc. Et donc, typiquement, on peut poser des questions là, typiquement, c'est ce que vous avez devant vous, sur les ventes pour un acteur spécifique. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc, SelectAI, l'architecture, elle est assez simple. Il faut mettre du SelectAI et derrière, vous posez votre question. Avant de démarrer ça, ce qui est intéressant de savoir, c'est que donc, vous faites du SelectAI. Là, il va vous renvoyer la réponse directement. Si je souhaite savoir quelle requête SQL est cachée derrière la réponse qui a été fournie, et ça, c'est intéressant au départ de voir si voilà, la requête SQL est cohérente avec la demande que j'ai faite, je peux faire un SelectAI show SQL, puis ma question. Donc là, on va me renvoyer la requête SQL qui a été utilisée pour répondre à cette question-là. Donc voilà, donc là, si j'exécute si j'exécute cette requête-là, donc quel est le nombre total de ventes fait par Brad Pitt, par exemple, on a un résultat qui sort qui est de 61 000. On peut changer, on peut mettre... Alors, je vais essayer un acteur que j'aime bien, Tom Hanks, donc pareil. Combien de ventes a réalisé Tom Hanks? Donc là, il n'a pas réussi. Là, ce qu'on voit en dessous, c'est qu'il n'a pas réussi à générer la requête SQL définie pour cet acteur-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur Brad Pitt et je vais faire un SelectAI. Alors, hop. Tac. Donc là, on va juste revérifier parce qu'en fait, il n'y a pas d'historisation. À chaque fois, il refait une demande. Il refait une demande au LLM qui a été définie.
Et donc, là, si j'essaie de faire un show SQL, est-ce que j'en ai un juste en dessous? Ouais. Tac. Donc, le show SQL, il va me remonter la requête SQL qui est utilisée pour renvoyer le résultat, que vous avez vu juste avant. Donc voilà, ça c'est une fonctionnalité qui est assez simple à mettre en place, qui est assez simple à être utilisée. Et donc, bien sûr, le plus intéressant, c'est d'utiliser cette fonctionnalité au travers d'une application et pas forcément au travers d'un client lourd comme SQL Developer. Là où c'est intéressant aussi, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est l'utilisation de la GenAI au travers non plus d'OpenAI, mais d'OCI Generative AI, donc notre service de Generative IA. Alors, ce que je vais vous montrer juste en amont, c'est, comme je vous le disais, c'est plus simple d'utiliser des services qui sont dans OCI quand on travaille sur OCI. Donc là, on est sur Autonomous. C'est beaucoup plus simple d'aller chercher des services comme GenAI. Donc tout est intégré, tout est dans le même écosystème. Et donc juste la seule chose que j'ai faite pour pouvoir utiliser le service GenAI, c'est que je me suis rendu au niveau des policies, donc à ce niveau-là, et j'ai créé une policies qui va permettre, donc ici, qui va permettre aux éléments et aux users qui font partie de mon compartiment. Donc un compartiment, c'est une sorte de conteneur logique dans lequel j'ai placé ma base de données et qui me donne des droits sur cette base de données-là. Donc, autoriser les users, typiquement les users qui font partie de la base de données, qui sont présents donc dans le compartiment, d'utiliser des services GenAI dans le cadre du compartiment d'Annie Khalil, donc mon compartiment. Donc, c'est la seule chose à faire d'un point de vue authentification pour pouvoir utiliser le service GenAI pour Autonomous Database. Donc une fois qu'on a fait ça, on retourne sur du SQL. C'est déjà expiré, ou c'est plutôt lui là. Tac. Donc je retourne sur mon SQL développeur. De la même manière que tout à l'heure, je crée d'abord un profil. Donc sans profil, vous ne pouvez rien faire. Hein. Ça, c'est indispensable. Vous devez créer un profil. Et là, vous voyez que on n'a pas besoin d'API key, on n'a pas besoin de username. On a juste besoin, au niveau du credential name, de renseigner cet élément-là, qui permet de dire je travaille avec un service OCI et je me base sur les moyens d'authentification qui sont présents au sein d'OCI. Et c'est là où il va aller chercher la policy qui a été ajoutée et permettre l'authentification et l'utilisation des services. Alors, comme je vous l'ai dit, sur notre service GenAI, on a plusieurs types de modèles. On a du Cohere et on a du Llama. Pour cet exemple-là, on va choisir. Donc, j'ai choisi de partir plutôt sur du Cohere, d'accord, comme on le voit ici. Et en provider, ce qui a été modifié. Tout à l'heure, on avait de l'OpenAI. Là, on va partir sur de l'OCI, puisque c'est le service OCI qu'on va utiliser. Et une fois qu'on a fait ça, donc j'ai juste créé un profil, je peux commencer à travailler. Et typiquement, j'utilise donc pareil. Hein, donc là, c'est plus du select AI. Là, je vais faire une requête assez simple, une utilisation assez classique de la GenAI, qui est de poser une question assez simple. Et donc, c'est ce que je fais ici. Toujours au travers du package DBMS Cloud AI. Donc c'est ce qu'on fait ici. J'exécute ma requête. Alors, tout à l'heure, on a été obligé de partir sur du SQL Developer parce que la fonctionnalité Select AI n'est pas encore, donc telle qu'elle est, telle qu'on l'a utilisée, n'est pas encore disponible sur SQL Web. Par contre, si on utilise au travers du package DBMS Cloud AI la fonction generate, celle-là est supportée et celle-là, donc c'est ce que j'utilise ici pour échanger avec ma base de données. Donc là, voilà, j'ai un résultat. Alors on va rendre ça plus visible.
Donc voilà, Oracle Autonomous is designed to simplify database management. Donc voilà, donc j'ai une réponse qui a été fournie par le service GenAI d'OCI. Et donc vous voyez quand même, c'est quand même un peu plus simple de le mettre en place si on compare avec le premier test qu'on a fait, qui était d'aller chercher un LLM qui est présent sur OpenAI, donc qui est distant. Donc voilà. Ce que je voulais vous montrer, et derrière aussi, ça va vous permettre aussi de prendre cela en main. Alors je vais revenir sur mes slides. Tac, je vais me mettre ici. Alors il faut attendre un peu parce que j'ai un ordinateur qui lag un peu. Voilà. Donc là, disons que je vous ai expliqué le principe d'Autonomous Database, donc en quoi cette base de données est avantageuse et peut être avantageuse pour vous. On a parlé de SelectAI, voilà, les premiers pas dans SelectAI, comment le mettre en place. Donc vous avez vu, c'est assez rapide. On a fait une introduction d'Apex. Il y a une suite à Apex qui va être donnée cet après-midi, qui va vous donner vraiment un overview assez global sur l'utilisation d'Apex et sur le développement sur Apex. Ce que je vous montre ici, c'est un Live Labs qui est... donc Live Labs, c'est une plateforme, alors c'est vrai qu'il faut que je l'explique. Le Live Labs, c'est une plateforme donc, web totalement publique et gratuite qui vous permet d'avoir accès à des labs sur plein de sujets, que ce soit le machine learning, que ce soit l'intégration, que ce soit l'analyse de données, donc qui touche au service OCI et qui vous donne en fait donc, des labs assez complets et qui vous accompagnent de manière assez forte, donc dès le départ, comment provisionner votre base de données, comment y accéder, comment créer des users, comment accéder à votre instance Apex. Et donc c'est ce que j'ai utilisé pour cette démo-là. Et c'est ce que je vous invite à utiliser. Donc sur certains labs, vous avez besoin d'avoir un accès à un environnement OCI. Sur d'autres labs, non. On vous met à disposition un sandbox que vous pouvez utiliser de manière temporaire pour développer et réaliser votre lab. Et alors pour l'avoir personnellement utilisé à plusieurs reprises, c'est vraiment un outil assez pratique qui vous permet d'aller vraiment dans le détail des fonctionnalités et de réaliser des choses qui sont assez sympas. Typiquement sur ce lab-là, d'aller de bout en bout dans le développement d'une application Apex basée sur de la Generative AI que vous auriez développée en amont. Donc voilà pour moi. Alors je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Vous avez parlé de langage naturel, donc on peut lui parler en combien de langues? Est-ce qu'il est polyglotte aussi? Alors, Répétez la question. Ah oui, il faut répéter la question. Alors, la question c'était, donc sur le SelectAI, est-ce que... On peut échanger en français, est-ce qu'il va répondre en français? Est-ce que pour le moment c'est l'anglais? Alors, c'est une bonne question. Alors, la question donc, du monsieur, parce que je ne l'ai pas répété. Est-ce qu'on peut changer de langue? Donc là, c'est vrai que dans l'exemple, j'ai mis de l'anglais. Est-ce qu'on peut changer de langue sur SelectAI? Alors, je n'ai pas la réponse. Pour l'instant, j'ai testé que de l'anglais. Alors, je ne sais pas si Gassan, tu as la réponse. On peut poser la question en japonais, en français. Voilà, donc on est multilingue. On peut poser la question dans toutes les langues qu'on le souhaite. Et le LLM va s'adapter et renvoyer la réponse donc à la question posée dans n'importe quelle langue. Pour la partie sécurité, dans les tables Oracle, on a des données qui sont confidentielles, on a des données qui sont liées à des départements que les autres utilisateurs ne peuvent pas consulter. Est-ce qu'en posant la question, les autres utilisateurs peuvent bypasser cette sécurité? Par exemple, dans la EBIS Business Suite, on a log ID qui est une colonne dans les tables. Et ça permet de dire, voilà, cet utilisateur, il a le profil manager, il peut consulter les données par exemple. Mais un profil utilisateur final normal ne doit pas consulter par exemple ces informations. Est-ce qu'en posant la question,
savoir, par exemple, le budget alloué à une commande ou bien une partie de nos clients. Est-ce qu'il pourra avoir le résultat? Alors, je rappelle juste la question. Donc là, on a une question d'un point de vue sécurité. Est-ce que on a la sécurité qui est implantée en fait au sein de la base, est-ce qu'elle est récupérée au moment où on pose la question? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va définir le profil, on l'a vu ici, on renseigne un user. Et ce user-là, au niveau de la base, il va avoir des droits, donc des droits d'accès à des tables, typiquement. Et derrière, lorsqu'on va poser la question, on le fait au travers de ce user-là. Et même d'un point de vue applicatif, ce qui va remonter, c'est le profil qui a été créé dans ce contexte-là. Donc tout va suivre la sécurité qui a été implémentée pour ce user-là. Donc voilà, ça n'ira pas plus loin que ce qui a été défini. De toute façon, au final, il va exécuter une requête. C'est ça. La requête, elle est restreinte. C'est ça. En fait, il va exécuter exactement. Donc là, on a une remarque qu'au final, ce qui se passe, c'est que le LLM va juste générer la requête et le user qui a été défini dans le profil va exécuter la requête. Et donc, si le user n'a pas les droits pour l'exécuter, on n'aura pas le résultat fourni. Oui. Pour le moment, il n'y a que des instructions de type select. Pour le moment, on peut faire que du select. On ne peut pas faire d'insert, de mise à jour de données avec cette fonctionnalité. Pour Select AI, pour l'instant, sauf si je me trompe, c'est que du select, c'est que de la lecture. Ouais. C'est de la récupération de données depuis la base. Oracle Autonomous, c'est... Oui, bonjour. Oracle Autonomous, c'est un écosystème inclus dans Oracle 23 et AI ou c'est à part? Alors, Oracle Autonomous, c'est un service spécifique. Alors, sur OCI, on a pas mal de services qui touchent à la base de données Oracle. Et donc, c'est un des services qui propose de la base de données Oracle de manière un peu différente de ce qu'on connaît de ce qu'on a connu de manière traditionnelle, j'ai envie de dire. C'est ce que je disais, c'est une base de données qui va être entièrement managée. Mais ça reste un service de base de données qui a une version qui est la 19C, qui arrivera en 23C AI bientôt. Et en fait, Autonomous, disons que le cœur d'Autonomous, ça reste une base de données Oracle, mais c'est plutôt toute l'automatisation et toute la manageabilité qui est apportée sur cette base, qui fait que cette base de données, elle est spéciale et qu'elle est donc performante, souple et simple à utiliser. J'avais une question encore sur le Select AI. Est-ce qu'il fait de l'optimisation dans la requête qui est créée derrière, ou il se contente juste d'aller rechercher les données? C'est-à-dire de l'optimisation? De faire une recherche le plus rapide possible, si je puis dire. Lui, en fait, ce qu'il fait, c'est il récupère le contexte. Alors le Select AI, lui, il va récupérer le profil, donc le contexte. Il récupère le prompt et il l'envoie à LLM. Le LLM fait son travail de générer la requête et ensuite il est renvoyé et il n'y a pas d'optimisation qui est faite. Donc c'est-à-dire que derrière, on l'a vu, si jamais j'ai une requête qui n'est pas fonctionnelle, on n'aura pas d'échange avec le LLM qui va être fait pour l'instant. Donc c'est un pour un, on va dire. C'est un échange et un retour et une exécution. Mais quand il va générer la requête SQL, oui. Est-ce qu'il va le faire de manière optimisée? Parce qu'il y a plusieurs façons d'écrire du SQL. Est-ce qu'il va générer donc une requête performante, quoi? Au sens, par exemple, est-ce qu'il va faire du exist ou in, des choses comme ça, quoi? Après, le modèle, là c'est un modèle qui est OpenAI, là on l'a utilisé, c'est un modèle qui est public, c'est-à-dire qu'il va récupérer des éléments donc sur lesquels il s'est entraîné. Après c'est des modèles qui tendent à évoluer avec le nombre de nouvelles données qu'on a à disposition.
Moi, de ce que j'avais compris de la question, c'était est-ce qu'il peut y avoir des échanges pour venir optimiser si jamais on a une requête qui fonctionne pas ou qui est plutôt lente, est-ce qu'il va y avoir des échanges avec le LLM? Pour l'instant, c'est pas disponible. Est-ce que le LLM fait la requête la plus optimisée? Ça va dépendre des cas. On sait que dans la generative AI, ce qui est important, c'est la question qu'on pose, c'est le prompt. Le prompt va devenir une qualité, une nouvelle qualité qu'on peut avoir ou qu'on peut ne pas avoir. Et derrière, le prompt va influer sur ce que nous renvoie le LLM. Donc, j'ai envie de dire, selon le prompt qui est fait, on peut avoir plus ou moins une requête qui est optimisée et qui répond. Le plus important, c'est que ça réponde d'abord à la demande. Donc ça, c'est important d'avoir un prompt qui soit bon. Et derrière, est-ce qu'elle sera la plus optimisée ou pas? Je pense que ça peut dépendre des cas. Merci Denis. Merci à vous. Merci pour m'avoir écouté.